France Maghreb 2. Au programme pour ce grand forum, nous sommes le mardi 19 mars. Une date importante, on le verra dans un instant. La question du LGF. Le gouvernement français souhaite interdire les manifestations dans plusieurs quartiers de la capitale. L'exécutif cherche-t-il à déstabiliser les gilets jaunes? On en parle avec vous et avec Philippe Pourriachi. Vous pourrez évidemment nous appeler pour répondre à cette question, notamment 01 40 39 000. Et répondez également à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Et puis en Algérie, des millions de personnes dans les rues d'Algérie ce vendredi 15 mars. Eh bien la réponse a été donnée hier, le pouvoir en place. Bouteflika, je reste président après l'expiration de mon mandat. Y a-t-il une volonté de mettre le pays dans le chaos? On en reparle avec vous tout à l'heure à 17h30. On sera en direct avec Amina Lakri. Merci d'être avec nous. Bienvenue et en direct sur France Maghreb 2 comme chaque jour entre 16h et 18h pour votre émission quotidienne, le Grand Forum. Collègue s'appelle Yasser Louati. Voilà, hier qui a été courageusement effectivement les dénoncer sur place devant l'ambassade de la Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, tiens, puisqu'on en parle, la Nouvelle-Zélande, vous savez que pour rendre hommage aux victimes de cet attentat islamophobe survenu vendredi dernier, mais au Parlement de la Nouvelle-Zélande, nos Zélandais, eh bien on a commencé par des versets du Coran. C'est pas à l'Assemblée nationale française qu'on verra ça, hein, jamais. Ben, c'est clair, mais d'autant plus, c'est autant plus fort parce que là, les nouveaux, enfin les Néo-Zélandais donnent une leçon d'humilité, d'amour et de fraternité en disant à la haine, nous répondons par l'amour et la non-exclusion. Et le fait d'avoir la première ministre qui est venue communier et en respectant et en mettant un hijab, ce qui a fait un scandale dans la fachosphère en disant ça y est, la théorie du grand remplacement, ça y est, c'est effectif. En ayant la lecture tout à l'heure des versets du Coran, les Néo-Zélandais montrent une chose, qu'ils sont une seule communauté, dans toute sa richesse, dans toute sa diversité, dans toute sa splendeur des couleurs. Et voilà, à la haine, ils répondent par l'amour en disant non, vous n'arriverez pas à nous diviser. Et c'est juste extraordinaire, quoi. Respect. Ton avis tranché tout à l'heure, ça sera quoi? Nous avons le droit, le devoir, le pouvoir de nous aimer. Très bien. Ah, ça c'est bien. Ah, un peu d'amour, ça fait du bien quand même. On sera rejoint tout à l'heure par Gamal Abina parce qu'aujourd'hui c'est une date importante. C'est l'entrée en vigueur du cessez-le-feu suite aux accords d'Évian signés le 18 mars 62. Entrée en vigueur donc le 19 mars à midi. Le cessez-le-feu qui débouchera, vous le savez, vers l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 62. Et d'Algérie, il en sera question tout à l'heure. On sera en direct avec Amina Lakri pour recueillir un peu les différentes réactions au lendemain de la lettre adressée une nouvelle fois au peuple algérien par l'exécutif, par Bouteflika, par le pouvoir en place, en réponse aux manifestations immenses de vendredi dernier. Eh bien, Bouteflika dit je resterai président après l'expiration de mon mandat, c'est-à-dire après le 28 avril, pour organiser la transition. Sauf que quand même, les Algériens ont demandé à ce que le pouvoir dégage et tout de suite. Donc, pas sûr que ça les satisfasse. Donc, on verra cela tout à l'heure avec Amina Lakri. Mais pour l'heure, ça continue de susciter beaucoup de réactions. Ce qui s'est passé samedi sur les Champs-Élysées. Vous savez, être ministre de l'Intérieur, c'est l'être 7 jours sur 4, 24 heures sur 24. Christophe Castaner ignorait qu'un usage différent des LBD serait fait ce jour-là. Nous avons constaté samedi soir que les consignes qui relevaient de la stratégie que nous avions définie à la suite du 1er décembre n'avaient pas été correctement mises en œuvre. Nous l'avons constaté. Vous ne répondez pas précisément à ma question. Je réponds très précisément. Christophe Castaner, nous l'avons constaté avec Christophe Castaner. Donc je réponds très précisément à votre question. En 95, on écrivait un morceau qui s'appelait Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Et la réponse qu'on avait trouvée, nous, c'était le jour où les gens vont être un peu plus nombreux. Je crois que c'est un peu le cas aujourd'hui. Ça se passe devant la boutique du PSG, qui a été pris pour cible par des casseurs et des pilleurs. Il faut regarder ce qu'ils filment à l'arrière-plan pendant plusieurs secondes. On voit clairement un homme, un CRS, en train de prendre des maillots du PSG et de les mettre dans un sac. Alors, on sait pas trop ce qui se passe ensuite parce que un CRS va taper carrément dans le téléphone de Rémi Buisine qui ne va pas pouvoir continuer à filmer. Quand l'ultracapitalisme met des gens à la porte, et que évidemment les gens les plus pauvres sont de plus en plus nombreux, on en arrive à ce genre
manifestation. Alors c'est pas glorifier la violence et tout ça, mais je pense que si aujourd'hui moi j'étais smicard et je gagnais 1 200 €, je pense que je mettrais facilement un gilet jaune quand même. Voilà. Vous avez reconnu évidemment Cool Chain, dont les deux stars du groupe NTM étaient les invités de cet avou hier, et ils ont annoncé donc cette fois-ci stopper leur collaboration musicale à l'issue des 2 concerts en fin d'année. Voilà. Alors évidemment, d'abord première réaction, Philippe, au vu de ce qu'on a vu, de ces images terrifiantes quand même à Paris, sur l'avenue des Champs-Élysées samedi, ça a commencé d'ailleurs assez tôt en fin de matinée. Super tôt, et étonnamment ça contraste complètement avec ce qu'on a vu la semaine d'avant, ces manifestations pacifiques où les gens pour beaucoup étaient heureux de se retrouver dans la convergence des buts exactement, et alors moi je suis clair, je m'en suis jamais caché, je suis un activiste écologiste d'un parti qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, qui est un parti pacifiste, et on dénoncera toujours de toute façon tous les actes de violence. Maintenant, force est de constater que il y a un dysfonctionnement réel dans les rouages, et on a assisté samedi à une insulte catégorique des services de renseignement territoriaux. C'est pas possible. Moi, pour avoir connaissance de responsables avec qui je travaille en toute intelligence, lorsque je dois faire une déclaration ou un rassemblement, c'est impossible que les services dans la haute sphère n'aient pas été prévenus, que les casseurs n'aient pas été identifiés et qu'ils n'ont pas été mis à l'écart. Ils auraient pu rendre ce secteur complètement hermétique. Ouais. Je suis pas dans la théorie du complot en train de dire on a laissé délibérément les choses arriver où elles sont arrivées. Sauf que l'opinion publique depuis 2 manifestations commence à se retourner majoritairement en disant ouais, il faut que les manifs ça s'arrête. Et là, si on voulait tuer le mouvement des Gilets jaunes, on pouvait pas mieux s'y prendre. Justement, ça fait l'objet de la question. Est-ce que le gouvernement cherche-t-il à stigmatiser les gilets jaunes au travers de ces annonces que l'on va détailler dans un instant? Vous êtes 94% à le penser sur Twitter, le grand forum FM2, 82% sur Facebook, France Maghreb 2, et vous continuez de voter évidemment et de nous appeler. Alors, avant de détailler les annonces faites hier par le Premier ministre, Édouard Philippe, concernant donc ce qui s'est passé samedi à Paris, sur les Champs-Élysées, on accueille Sonia qui est avec nous. Bonjour Sonia, au 01 40 33 9000. Oui, bonjour. Donc je vous appelle suite à votre émission de vendredi sur laquelle je suis tombée par hasard hier soir. Oui. Et je vous dis la vérité, j'ai été sidérée par les propos tenus envers l'action menée par la lettre écrite à Macron. Mmh. Donc parce que j'ai été forcée de constater que vous avez sans doute pas lu cette lettre, que j'ai d'ailleurs lue et que j'ai d'ailleurs fortement appréciée en tant que franco-algérienne. Oui. Donc vous dites que vous et vos invités d'ailleurs que les élus parlent au nom d'une population. Mais les élus parlent bien en leur nom, de ce que j'ai compris, car tout au long de la lettre, je peux lire nous. Et en aucun cas, j'ai lu au nom de la terre entière, au nom des Français et Algériens de la terre entière. J'ai jamais pu lire ça. Et ensuite, vous avez même pas remis les choses dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que vous n'avez pas expliqué suite à quoi a été écrite cette lettre. Oui, dites-nous, Sonia, allez-y. Donc la lettre a été écrite suite au salut de Macron d'une violation de la constitution algérienne, tout simplement, qui était inacceptable donc de la part de ses élus et de représentants de la société civile. Et donc moi j'ai lu la lettre et je me suis sentie concernée par cette lettre, car les propos tenus dans cette lettre étaient pour moi tout à fait clairs. Et donc je ne sais pas pourquoi vos invités ont essayé de retourner la situation en disant que c'était quelque chose de mal, en disant qu'ils parlaient au nom de personne, alors que ça n'a jamais été le cas. Alors, pour recontextualiser un petit peu les choses, Sonia, parce que je vous ai laissé délibérément vous exprimer, vous l'avez vu. C'était Jamel Guissoum qui est intervenu dans notre émission et qui a effectivement dénoncé le fait que 6 individus, 6 personnes, plutôt 5 parce que la 6e c'est une artiste, 5 personnes se présentent comme élus franco-algériens. Déjà, il y a une petite erreur déjà dans franco-algérien, soit on est élu de la République française, soit on est élu algérien, mais on peut pas être les deux, ou alors si on est les deux, faut le dire. Il a été écrit comme des citoyens franco-algériens élus de la République. Oui, mais non, mais ça c'est à mon sens maladroit, mais c'est pas grave ça. Et effectivement, Jamel Guissoum et quelques-uns, effectivement, sur le plateau, dénonçaient
le fait que ces 5 individus, ces 5 personnes décident d'aller parler au nom de tous les Algériens à Macron et qu'il n'était pas légitime pour le faire et qu'il n'avait été mandaté par personne. Voilà, je vous relate ce qui a été dit ici. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous, mais le problème c'est que cette situation a été retournée parce que ils ont été mandatés par personne. Je suis d'accord avec vous, ils ont été mandatés par les signataires de la lettre. Oui, donc les signataires, ils étaient une centaine, hein. 6 personnes. Oui, une centaine de signataires. Faut être sérieux, Sonia. Oui. Oui, mais ils n'ont en aucun cas dit qu'ils parlaient au nom de l'Algérie entière ou de la France entière ou des Franco-algériens entiers. La Moi, démarche... je suis forcée de constater en lisant les journaux nationaux algériens comme El Khabar qu'ils saluent cette initiative de ces personnes et qu'en aucun cas les journaux algériens redescendent ces personnes en disant que c'est inadmissible. Qu'un journal ou deux décide de saluer l'initiative, c'est très bien. Moi, je veux dire, moi, je suis pas ni pour ni contre cette initiative. Le problème, et encore une fois, ceux qui étaient là vendredi, dénonçaient le fait que ces 5 personnes, soient reçues à l'Élysée et qu'ils n'ont été mandatées par personne. Et cela pose problème. Voilà. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est inviter ces personnes et inviter les personnes qui retournent cette situation et donc faire un débat afin que vos auditeurs comprennent donc la situation et ce qui se passe vraiment. Est-ce que vous pensez maintenant que c'est utile, étant donné que le rendez-vous n'a pas eu lieu de toute façon, donc... Et le rendez-vous, excusez-moi si je peux me permettre, n'a pas eu lieu suite à l'appel d'une certaine personne, mais simplement suite aux élus, donc 2 élus. L'Élysée a envoyé une lettre disant qu'il voulait recevoir 2 élus socialistes, et donc ces élus ont vu dans ça comme une manœuvre politique pour diluer Sonia, le principal objectif de leur venue à l'Élysée. Je puis me permettre de vous poser une question claire, Sonia. Oui. Est-ce que vous faites partie de ces individus ou alors est-ce que vous êtes proche d'eux parce que vous m'avez l'air très très bien informé? Bon, il y a aucun problème, mais il faut juste C'est bonne raison que j'ai lu la lettre et que j'ai cherché tout simplement à me renseigner. Donc j'ai trouvé tel signataire. Je leur ai envoyé des messages en disant quel est le but de la lettre, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va aboutir suite à cette rencontre, tout simplement. Non, je vous pose la question parce que sinon, si le fait d'utiliser quelqu'un pour parler en leur nom, c'est ce que j'espère pas en tout cas, parce que ils connaissent très bien mon numéro, ils savent où je suis. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, une de ces personnes m'a appelé pour me faire part de son mécontentement, ce que j'ai conversé avec lui. Je lui ai expliqué, recontextualiser les choses. Après voilà, donc on va pas en faire une affaire d'État non plus. La liberté dans cette émission est que chacun et chacune puisse venir s'exprimer et apporter son point de vue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous l'avez fait, ma chère Sonia, et merci en tout cas d'avoir de l'avoir fait. Et puis écoutez, si on a un débat organisé, on le fera sans aucun problème, pardon. Ne vous inquiétez pas, on s'en charge. Mais chaque personne qui sont concernées me connaissent, ils ont mon numéro de téléphone, donc voilà, à chacun, après à eux de faire leur boulot. Hein. Voilà, ma Sonia. C'est très bien comme merci, ça. Sonia. Merci, à bientôt, Sonia. Au revoir. Au revoir. C'est bien. Voilà, vous prenez l'appareil, vous prenez le téléphone. L'appareil, c'est comme les Belges, je sais qu'ils appellent l'appareil, le téléphone, l'appareil. 01 40 33 9000. Vous avez des choses à dire? N'hésitez pas à le faire. Voilà, dans cette émission, on peut le faire en toute tranquillité. Et quand on est entre adultes, on peut évidemment s'entendre et se comprendre. Du moins, je l'espère. Mais voilà. 01 40 33 9000. N'hésitez pas. Alors, pour revenir à notre sujet du jour, Édouard Philippe était donc en première ligne hier, chargé de la réponse gouvernementale après les vives critiques de l'opposition, mais aussi des responsables des forces de l'ordre. L'exécutif est accusé d'avoir, je vous le rappelle, sous-estimé l'acte 18 des Gilets jaunes, lors duquel les Champs-Élysées ont une nouvelle fois été l'objet de multiples dégradations. Édouard Philippe annonce le limogeage du préfet de Paris, Michel Delpuech. Autre mesure, l'interdiction des manifestations de Gilets jaunes sur les Champs-Élysées et dans certains centres-villes en cas de présence de membres de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite. Écoutez le Premier ministre hier soir qui s'est exprimé. Nous mettrons en œuvre une stratégie renforcée de lutte contre les militants des mouvances ultra dès samedi prochain et chaque fois qu'il le faudra. Nous interdirons les manifestations se revendiquant des Gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultra et de leur volonté de casser. Je pense bien évidemment aux Champs-Élysées à Paris, à la place Péberlan à Bordeaux, à la place du Capitole à Toulouse. Dans ce cadre, nous procéderons à la dispersion immédiate de tous les attroupements.
pour obtenir l'efficacité sur le terrain que nous n'avons pas obtenue samedi. J'ai demandé à ce que le maintien de l'ordre soit réorganisé, en accordant une plus grande autonomie aux forces sur le terrain, qui doivent être, à Paris, placées sous un commandement unifié et dotées d'une large capacité d'initiative. Le Premier ministre, hier soir, donc Édouard Philippe, qui s'exprimait aussi au journal de 20h sur France 2, il dit vouloir renforcer la fermeté de la doctrine de maintien de l'ordre. Nous constatons que le déchaînement de violence justifie une réponse ferme. Je l'assume, a-t-il déclaré. Édouard Philippe qui a participé hier après-midi à une réunion de crise présidée par Emmanuel Macron à l'Elysée. Le président de la République qui a défendu les mesures d'interdiction de certaines manifestations. Écoutez. Il y a des manifestations, il y en a dans toutes les démocraties. Et la manifestation, elle est protégée constitutionnellement, je crois qu'on y tient tous, parce qu'elle est l'expression libre mais respectueuse de la liberté des autres d'une opinion. Mais moi, je ne confondrai pas la manifestation et ce qui s'est passé samedi. Ça s'appelle une émeute de casseurs. Là, maintenant, on a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors, sauf détruire, qui ne déposent aucune autorisation. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, qui n'a pas été appliqué samedi, c'est d'adapter le régime d'ordre public. Pour être concret, nous nous donnons donc les moyens d'interdire des périmètres. Et donc, oui, les samedis prochains, les Champs-Élysées, comme d'ailleurs différents quartiers de centre-ville qui ont été beaucoup frappés par cette crise, seront interdits à toute forme de rassemblement. Ça va être très compliqué à mettre en place, cette histoire. Emmanuel Macron, donc les Champs-Élysées qui seront donc interdits. Vous l'avez entendu, Philippe, amis auditrices, auditeurs, aux Gilets jaunes pour l'acte 19 du mouvement. Jérôme Rodriguez, lui, l'un des Gilets jaunes les plus médiatiques ces derniers mois, a qualifié cette mesure de liberticide. Il l'a rappelé, écoutez. Ils sont en train de mettre en place le process sur les prochaines manifestations. C'est simplement encore des process liberticides pour nous empêcher de manifester. Parce que moi, j'y crois pas du tout que du moment où ils vont avoir apparaître deux casseurs, d'interdire, dès qu'ils verront deux Gilets jaunes, ils interdiront la manifestation quoi qu'il arrive. On parle d'interdiction de manifester sur les Champs-Élysées. Si c'est le cas, vous irez manifester ailleurs. Vous adapterez votre stratégie? L'adaptation de notre stratégie sera faite en groupe avec les différents protagonistes du mouvement et surtout le mouvement, parce que je vous rappelle qu'il n'y a aucun leader ni aucun porte-parole, que c'est le mouvement et la base qui décident de ce qu'il y a à faire et que nous, enfin moi et mes collègues, nous sommes de simples relayeurs des actions qui peuvent être menées à l'échelle nationale et à l'échelle parisienne sur les manifestations. Jérôme Rodriguez, vous ne lâchez donc rien. On peut s'attendre à d'autres manifestations samedi prochain, le 23 mars. C'est une certitude, tant qu'on ne sera pas écouté. Maintenant, il est clair que, au vu de ce qui s'est passé samedi, il ne faut pas s'étonner, au fur et à mesure de la violence gouvernementale que nous subissons, qu'à un moment donné, le mouvement se radicalise et adapte une certaine violence en tout cas. Eh oui, se radicalise. C'est ce que rappelle Rodriguez, interrogé par RFI. Puis du côté des forces de l'ordre, Philippe, les annonces de l'exécutif sont, semble-t-il, un peu mieux reçues. En particulier, la réorganisation des forces sur le terrain, placées sous un commandement unifié et doté de plus de pouvoirs d'initiative. Jean-Pierre Colombier est porte-parole de l'Union des policiers nationaux indépendants, il l'a rappelé. Oui, il y a plusieurs états-majors, puisque chaque direction a le sien. Les CRS ont leur état-major, la DOPC, la DESPAP. Alors, il y a une salle de commandement qui est unifiée, qui est implantée à la préfecture de police, où sont réunis des représentants de chaque direction, mais ça pose malgré tout un problème dans la philosophie d'emploi des uns et des autres. Par exemple, les compagnies de sécurité d'intervention, les CSI, ont une vocation à être beaucoup plus mobiles que les CRS ou les gendarmes mobiles, qui ont une philosophie d'emploi plus statique. Donc c'est un petit peu compliqué de mettre en synergie toutes ces unités qui n'ont pas la même philosophie d'emploi initialement, quoi. Donc oui, avoir une seule tête pensante au sommet de cette pyramide, ce serait loin d'être superflu, ça c'est évident. Bon, policier satisfait, vous l'avez compris, Jean-Pierre Colombier, porte-parole donc de l'Union des policiers nationaux indépendants. Philippe, aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a un fusible qui a sauté, et d'ailleurs c'est souvent le même qui revient, c'est de savoir le préfet. Quand vous entendrez un Laurent Nunez ce matin à la radio qui dit que ni lui ni Christophe Castaner n'a été averti du manque d'ordre justement donné aux policiers, j'ai envie de dire, il se moque un peu du monde, non ? Je crois que c'est bien pire que ça, puisque j'ai vu en direct, j'étais sur CNews, j'ai accompagné un copain qui était en train d'être interviewé sur le plateau, et donc j'ai vu en direct le Premier ministre, Monsieur Castaner, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Nunez, qui est secrétaire d'État rattaché au ministre de l'Intérieur, visiter juste à proximité des Champs-Élysées, c'est au Grand Palais, des compagnies de CRS qui étaient statiques. Donc qu'on me dise pas
qu'ils ne pouvaient pas être au courant de ce qui se passait à 300 mètres d'eux. C'est une blague, on se moque de nous. Alors effectivement, le préfet a servi de fusible. Le directeur de la sécurité publique, il semblerait qu'il soit dans un état où lui aussi il devrait être limogé. Mais j'ai envie de dire, tout en haut du commandement, pourquoi il n'y a pas de limogeage? Pourquoi M. Castaner n'a pas pris ses responsabilités et démissionné? Je voudrais juste parce que c'est un proche de Macron et parce que aujourd'hui, ça serait pour Macron en tout cas une manière de se désavouer finalement. Un aveu d'échec. Bah oui. Bah écoute, il y a un problème. C'est l'une des explications. On ne peut pas interdire dans notre République les manifestations déclarées, parce qu'on sauf qu'elles ne le sont pas, Philippe. Alors là-dessus. Oui, mais c'est ça qui non, mais j'y reviens tout de suite. Je reviens absolument tout de suite sur ça, parce qu'on dit qu'on en interdira, même si elles sont déclarées, sur les Champs-Élysées, sur les quartiers qui ont été largement mouvementés. C'est-à-dire que les autres quartiers, c'est pas grave s'ils sont mouvementés le week-end prochain. Enfin, liberté, égalité. L'égalité, elle doit être dans le traitement de faveur partout. On ne peut pas interdire les manifestations déclarées. Il appartient à la tête de l'exécutif et au maintien de l'ordre et aux forces de l'ordre d'appliquer quelque chose qui est très simple, qui existe, de rendre des endroits hermétiques. Moi, j'ai vu des gens avec des barres de fer, avec des barres à mine, en train de retirer. Attends, on parle pas là de petits fumigènes qu'il aurait pu dissimuler dans son caleçon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de fouilles. Mais on a assisté quoi aux dernières manifestations? Les types ne pouvaient même pas rentrer avec un masque de chirurgical pour éviter Ouais. Tu vois, ils étaient arrêtés, les mecs sont retournés en garde à vue parce qu'ils avaient des casques pour éviter de prendre des grenades. On a laissé faire, Philippe. On a laissé faire. Franchement, je te jure que moi, Christophe, je te le dis, je suis un vrai pacifiste. Je suis loin d'être un adepte de la théorie du complot, mais honnêtement, vu mon cursus et mon parcours sur ce qui concerne la sécurité, là, c'est pas possible. Il y avait 12 compagnies de CRS à qui on a donné l'ordre de ne pas bouger, de rester statique. Et les mecs, ils ont dû se faire chier pendant 10 heures. Hein. Excuse-moi de l'expression, mais je te le dis, c'est une insulte aux services de renseignement territoriaux. Moi, je serais un agent des renseignements, des anciens services généraux, je me sentirais insulté. C'est impossible. Ces gens-là sont identifiés qu'on appelle l'ultra-gauche, l'ultra-droite, j'en sais rien, les black blocs, ils sont équipés. Ils ont du matériel adéquat. D'accord, c'est des gens qui s'entraînent, mais ils s'entraînent où, comment, d'où ils viennent. Ils sont, enfin, je sais pas. Les gilets jaunes, ils pouvaient pas prendre le train. Ils sont bloqués au péage pour ne pas monter sur la capitale. Et on est en train de me dire qu'il y a des black box qui viennent de l'étranger qui peuvent passer à travers des mailles du filet. Ouais. Et apparemment, certains gilets jaunes disent qu'ils ont été confinés sur les Champs-Élysées, qu'ils pouvaient plus en sortir. Par contre, et il témoigne en disant qu'il y a une centaine de personnes qui ont pu rentrer, à savoir ces fameux casseurs. Tiens, on a Abdeslam avec nous aujourd'hui au téléphone. Salut Abdeslam. Salut Christophe, salut Fifi, bonjour aux auditeurs et auditrices. Alors Abdeslam, juste avant que je suppose que c'est pour répondre à Sonia que t'as appelé. Oui. Juste quand même ton avis quand même en amont, ton avis en amont peut-être sur cette manière de gérer cette crise et cette journée de samedi qui a été catastrophique, Abdeslam. Oui, complètement. Et on voit bien les dégâts qui ont été commis. On voit une banque qui brûle, avec les pompiers qui sauvent une maman et son gosse au 2e étage, et tous ces symboles. Il y a eu 11 blessés, je crois. Le Fouquet, on a Hugo Boss, on a, et tu l'as dit, la boutique du PSG, Nespresso. Voilà, beaucoup d'emplois on est tous d'accord, Abdeslam. Qui sont impactés. Abdeslam. On est tous d'accord là-dessus. Les images sont révoltantes, sont choquantes. Nous condamnons tous. Je pense que même les gilets jaunes, moi, tous ceux que j'ai pu croiser, entendre, avec qui j'ai échangé, sont tous dégoûtés. Alors souvent on leur dit oui, mais pourquoi vous laissez faire des casseurs vous salir? Eh ben, quand vous avez une dizaine ou une vingtaine de mecs qui sont super baraqués, qui sont super entraînés dans les sports de combat, dans les arts martiaux, et que vous êtes un monsieur tout le monde qui est là avec sa femme ou avec son enfant, vous n'êtes pas un super héros, et aller au clash, c'est le but à ce moment-là des forces de l'ordre de neutraliser. Enfin, c'est pas normal que aujourd'hui les casseurs voyous n'ont pas été, eux, déférés devant la justice.
Parce que moi, ce que je vois, je suis pas là pour minimiser les trucs et pour dire ouais c'est normal, la colère elle monte donc il faut casser. C'est pas ça ce que je dis. Moi, j'arrête pas de dire aux uns et aux autres, votre colère elle est légitime et traduisez-la dans les urnes. Allez-y, déplacez-vous, allez-y en masse. Il y a des élections qui arrivent. Ne faites pas un vote anti-Macron parce que ça serait trop facile. On sait très bien où est-ce que les voix iraient. Si ça va pas, allez-y, mobilisez-vous, battez-vous. Mais simplement ceux qu'on voit là qui sont déférés, la majeure partie des gens, ce sont des citoyens lambda qui passaient et qui ont mangé sévère. Et ça, je te dis, c'est une injure réelle au service de renseignement. Philippe, de toute façon, sur le choix du vote, je pense que le peuple est souverain. Il vote pour qui il veut. Que ce soit un vote pro-Macron, anti-Macron, il y a le secret de l'isoloir et chacun est en droit de voter pour qui il veut. Bon. Ensuite, moi j'ai vu deux images. J'ai vu dans les campagnes des manifestations pacifiques et de la casse à Paris. Je pense que l'un nuit à l'image des Gilets jaunes, l'autre profite à l'image des Gilets jaunes. Vous saurez lequel je pense. Ce que je veux juste dire, c'est que aujourd'hui, on a quand même une ville, la ville de Paris, qui est défigurée. Et il faudrait pas que samedi prochain, ça se passe de la même manière. Ça risque d'être plus violent. Hein. La réponse politique, elle arrive quand Abdesalem, est-ce que tu crois vraiment... Il risque d'y avoir une réponse policière qui soit... Mais elle vient quand, la réponse politique? Dans l'hypothèse où il y aurait de la casse. Oui, mais la question que te pose Philippe, Abdeslam... C'est pas l'objet de mon appel. Oui, mais Abdeslam, pardon, réponds à la question que te pose Philippe. La réponse politique, elle vient quand? Elle vient quand, Abdesalem, la réponse politique? Mais parce que c'est ça que les gens ils attendent. Le grand débat vient de se terminer. Attendons de voir ce qui va être proposé. Non mais Abdesalem, non, franchement entre nous. Non mais là vraiment là on insulte le peuple de France. Non pas toi. Non je sais très bien. Je sais très bien l'être et c'est pas parce que t'es un ami que je dis ça, voire même t'es mon frère et je le dis souvent. Je sais que t'es un type vraiment formidable, que t'es un vrai humaniste. T'as toujours eu de la compassion. Moi je l'ai entendu dans les différents discours. Oh la brosse. Non mais sérieusement. Là je te dois 20 € là. Ouais c'est ça. Non, tu sors les billets, mon pote. Non, mais sincèrement, Abdeslam, non, bougez pas, les gars. On a la pub. Abdeslam, tu bouges pas, hein. J'espère que voilà. Tu restes là. Tu vas pouvoir nous donner ton ressenti suite à l'appel de Sonia tout à l'heure. Oui. 01 40 33 9000 pour venir nous rejoindre. Et dans un instant à suivre l'avis tranché de Philippe Boriachi et Gamal qui nous rejoindra dans quelques minutes. Parce qu'aujourd'hui, c'est une date importante, messieurs dames. On est le 19 mars et le 19 mars 62, c'est l'entrée en vigueur du cessez-le-feu suite aux accords d'Évian signés le 18 mars. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bien et bien en direct sur France Maghreb 2, votre radio bien sûr, avec cette question du jour que l'on vous pose à laquelle vous répondez quant aux interdictions de manifester aux Champs-Élysées, mais également dans quelques quartiers à l'image de Bordeaux et de Toulouse. Est-ce que cette mesure vise à stigmatiser finalement les gilets jaunes? Vous répondez à cette question en en votant tout simplement sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter le grand forum FM2. Mon cher Philippe, avant ton avis tranché, nous étions avec Abdeslam qui est toujours là. Oui, toujours. Alors Abdeslam, le propos de ton appel. Oui, c'était Sonia, c'est ça? Oui, c'était ça. Sonia. Alors le but de la démarche, c'était quoi? C'était d'appeler France Maghreb 2 pour reprocher à France Maghreb 2 d'avoir traité d'un sujet, c'est ça? Je pense que c'était pas tout à fait ça. Cette liberté de parole, bien sûr, qu'il n'y a sur aucune radio et qu'on ne lui retirera pas. Ça, d'abord, je sais que les auditeurs habitués à cette fréquence tiennent à cette ligne de conduite et on ne dérogera pas à ça. Donc, on dira tout ce que l'on a à dire. Bien sûr, dans la limite du respect et tout ce qui s'ensuit. Voilà, et quand on a du respect pour France Maghreb 2, on peut pas appeler pour reprocher à France Maghreb 2 de traiter de tous les sujets. Non, mais je pense pas qu'elle nous reprochait, à la radio en particulier, reprochait particulièrement à ceux qui étaient là vendredi, en particulier à Guessoum, d'avoir critiqué l'initiative. Voilà. Je les assume. Alors, quels étaient ces propos-là? Alors, il s'agit, on refait la genèse, on parle un petit peu de tout ça. On a un groupe de personnes qui demandent à être reçues à l'Élysée pour aborder le sujet algérien. Première chose, on reproche à Emmanuel Macron de faire de l'ingérence et on va s'adresser à lui. D'abord, ces personnes-là doivent savoir que l'Algérie est indépendante depuis 1962 et que les colonisés qu'ils sont dans leur tête
D'accord? On peut peut-être besoin d'aller voir le colonisateur de l'époque, mais nous, en tout cas, on n'a rien demandé à la République française en ce qui concerne l'Algérie. Autre chose, concernant ce manifeste sur lequel les gens apportent leur signature, alors il a été modifié, Christophe, faut le savoir. Au début, il disait « nous, élus franco-algériens ». D'abord, on ne peut pas être élu franco-algérien. Si on est élu franco-algérien, ça veut dire qu'on est élu en France et en Algérie. Donc, il s'agit d'élus français, d'origine algérienne, ou d'élus français binationaux. D'accord? Ça, c'est une erreur, mais magistrale. On n'est pas élu franco-algérien. Autre chose, concernant cette lettre, lorsqu'ils disent « nous, élus de la République », non, il faut aller au bout du propos. Nous, élus de la République française. Et donc, nous, élus de la République française, nous allons nous adresser au président de la République française pour parler de l'Algérie. Ingérence. D'accord? Autre chose, s'ils se présentent sous le prisme de leurs origines algériennes ou de leur binationalité, d'accord? Moi, ce que je veux savoir, c'est quel mandat ils ont, qui les a désignés pour représenter les Algériens de France. Qui les a désignés? C'est pas anodin quand même de se rendre à l'Élysée pour s'adresser au président de la République ou alors à un responsable sur le sujet de l'Algérie. Ils n'ont pas mandat à me représenter, ils n'ont pas mandat à nous représenter. Et c'est là. Donc ensuite, sur la démarche politique, il s'agit d'élus socialistes, d'accord, qui veulent absolument remuer tout ça uniquement dans le but d'exister. Ni plus ni moins. Mais mon propos se termine là. Bon, eh ben très bien, mon cher Abdeslam, t'as pu le faire. Alors si évidemment ces personnes en question qui ont demandé ou qui ont été invitées, je ne sais pas trop exactement, à ce rendez-vous avec Emmanuel Macron, souhaitent donner leur point de vue, bah, qu'ils le fassent en toute transparence, en toute clarté. Ils sont les bienvenus dans cette émission, comme ils ont été, j'allais pas dire pris à partie, mais ils ont été nommés dans leur initiative. Ils ont évidemment le droit aussi de s'exprimer. Leur liberté de parole s'adresse également à eux, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Et parmi les signataires, il y a notre ami Aklim Elouli, qui connaît bien la maison. Il l'a déjà fréquenté à l'époque. Et je pense qu'il se souvient encore de l'adresse. Merci beaucoup, Abdeslam. À bientôt. Christophe, juste une dernière précision. Oui. Il y a un sondage que Jamel Guessoum avait lancé sur son profil Facebook, donc Jamel Guessoum, qui a réuni plus de 90% de personnes qui ne sont pas d'accord avec la démarche. Plus de 90%. D'accord. Donc ces personnes représenteraient à peine 10%. Oui, bon. Voilà. Bon, bah écoutez, on va pas en faire une affaire d'État non plus, hein. Ça n'a pas lieu d'être en tous les cas, mais quoi qu'il en soit, voilà. Merci beaucoup, Abdeslam. Merci. À jeudi avec Yasser Louati, ça va fighter, hein. ça va être bon. Hein. Ça me donne envie de venir là. Ah ouais. Je te promets. Bon, salut mon Abdeslam, ciao. 01 40 33 9000 évidemment sur France Pagabdo, soyez les bienvenus. On va continuer de parler dans un instant des annonces d'hier, mais sachez que le ministre de l'Intérieur, je vous le dis comme ça au passage, est avec son collègue de l'économie, le maire, devant la commission des lois et de la commission des affaires économiques du Sénat. Doivent tous les deux rendre des comptes. Jean-Pierre Sueur, qui est sénateur socialiste et vice-président de la commission des lois, a plusieurs questions à poser aux locataires de la place Beauvau. Il s'en est expliqué, il nous donne un petit peu la feuille de route. Là, il est clair qu'il y a eu de très lourds dysfonctionnements. C'est pas normal que une telle violence puisse avoir lieu aux Champs-Élysées, dit d'ailleurs dans d'autres endroits. Et j'ai écouté l'ensemble des syndicats de policiers qui disent clairement que le dispositif n'était pas du tout adapté. Donc il faut que les élus de la nation que nous sommes puissent poser toutes questions sur la façon dont a été préparée cette journée et pourquoi la police et la gendarmerie ont été débordés et pourquoi les syndicats de policiers contestent de la manière la plus claire la façon dont les choses ont été organisées. Voilà, c'était Jean-Pierre Sueur donc, et également Castaner et la ministre de la Justice, pour être tout à fait complet dans cette affaire, Nicole Belloubet, s'expliqueront également mercredi prochain devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et puis on l'a appris en fin de matinée, le directeur de la sécurité de proximité de Paris, Frédéric Dupuche, va lui aussi être débarqué, remplacé donc après ces violences de samedi dernier. On voit que la chaîne de commandement, ça y va quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelques têtes qui tombent.
pas forcément les plus hautes, mais voilà, c'est les fusibles en tout cas qui payent Philippe, ça on l'a rappelé. Et sachez qu'hier, face aux intellectuels qu'il recevait à l'Élysée, Emmanuel Macron a affiché sa fermeté. On ne peut pas s'arrêter à la tyrannie d'une irréductible minorité, a dit le chef de l'État hier. Voilà pour être tout à fait complet sur les informations qu'on pouvait relayer aujourd'hui sur cette affaire et de cet exécutif qui essaye de s'en sortir tant bien que mal. On va saluer l'arrivée de notre ami Gamal Abina. Ça va mon Gamal? Ça va très bien et toi? Oui, très bien. C'est une date importante aujourd'hui. Absolument. 19 mars 62. Les accords d'Évian signés le 18, c'est leur entrée en vigueur du cessez-le-feu à midi, pile. Ce qui débouchera évidemment vers l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 62. Bien entendu. On en reparlera tout à l'heure et on sera en direct d'Alger parce que il se passe des choses un peu, j'allais dire, inquiétantes quand même en Algérie là en ce moment, avec ces millions de personnes descendues dans les rues le 15 mars dernier, vendredi dernier. Des chiffres absolument ahurissants. On parle de 16 à 20 millions de personnes dans les rues d'Algérie, dans tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. La réponse de l'exécutif, du pouvoir en place, de Bouteflika et de son clan, c'est je reste président après donc l'expiration de mon mandat pour organiser la transition. Sauf que le peuple a demandé quoi? À ce que le pouvoir dégage et tout de suite. Absolument. Donc on en reparlera évidemment. Pour l'heure, est-ce que mon Philippe est prêt? Alors on est prêt. 3. Attends, hop. Voilà, c'est bon, on est prêt, on y va, c'est parti pour la vie tranchée, signé Philippe Boriachi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors le titre de la vie tranchée de Philippe Boriachi, c'est un peu d'amour et ça fait du bien, en tout cas en ces temps un peu agité, on va le dire. Nous avons le droit, le devoir de nous aimer, c'est ça? Et le pouvoir. Et le pouvoir aussi de nous aimer. Philippe Boriachi. Nous avons le droit, le devoir, le pouvoir de nous aimer. Article 1er. Les femmes et les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit de s'aimer. Osatora de Toulouse, Charlie Hebdo, Bataclan, Hypercacher, Nice, Trèbes, Utah en Norvège, Christchurch, autant de lieux qui ont meurtri notre humanité. Autant de lieux où des hommes, au nom de leur haine de l'autre, ont essayé de nous diviser. En face, au lieu de laisser la place à la parole et à l'amour, la fraternité, la paix, ceux qui ont intérêt à ce que l'humanité soit divisée pour mieux la contrôler, ont au contraire laissé faire chez nous, en France, une bande de charognards. Sous couvert de lanceurs d'alerte, souvent en autopromotion pour leur dernier livre, et des fois même payés pour déverser leur bile, celle du grand remplacement, de la stigmatisation quotidienne des enfants de la République de confession musulmane, celle de l'amalgame. On leur a même laissé les clés des plateaux de télévision et des radios, y compris ceux du service public rendant de fait la République, notre République, complice du crime qu'ils et elles étaient en train de commettre. Quel crime, me direz-vous? Celui de se méfier de l'autre, d'en avoir peur, le rejetant, l'excluant, lui faisant sentir qu'il n'était pas français. Un Français, une Française à part entière, et finissant par le détester. Les graines de la haine semées dans des terreaux et des cerveaux fertiles ont fini par contaminer la sphère politique, de droite comme de gauche. À celui et celle qui ira encore plus loin dans la stigmatisation, dans l'escalade du rejet d'une partie des citoyens et citoyennes de France, dont la majorité sont français et françaises, faisant de la courte échelle à l'extrême droite et aux identitaires. L'islamophobie se définit étymologiquement comme la peur ou la crainte de l'islam. Alors changeons cette définition. L'islamophobie, c'est la haine de l'islam et de ses pratiquants et pratiquantes. Je vous entends déjà me dire, Philippe, toi qui es un acteur de la politique, toi qui les connais si bien, pourquoi se permet-il tout cela? De nous opposer, de nous diviser? Eh ben, je vous dirais, mes amis, tout simplement. Les professionnels de la politique ne fonctionnent uniquement qu'avec des statistiques et des sondages. Vous êtes des camemberts et des ronds pour eux et des graphiques. Le reste, c'est de la commedia dell'arte. Quand il y a des élections et que nous nous déplaçons pour voter, nous signons bien un cahier d'émargement. Donc, on sait qui a voté, dans quel bureau de vote, dans quel quartier, dans quelle ville. Les gens qui se sont déplacés pour faire entendre leur voix. Et comme de bons commerciaux, les élus adaptent leur politique et leur programme en fonction du rapport de force en face. La Nouvelle-Zélande vient de nous donner une leçon d'humanisme. La tragédie qu'elle vient de vivre, que l'humanité vient de vivre, nous rappelle que la haine n'a pas de frontières, n'a pas de couleur, n'a pas de nation. Elle se nourrit sur le corps inanimé de l'amour qui est en chacun et chacune d'entre nous. Dimanche, je me suis rendu au Parvis des droits de l'homme, au Trocadéro, pour témoigner
au peuple de Nouvelle-Zélande ma compassion et ma solidarité. Hier, j'étais présent devant l'ambassade de Nouvelle-Zélande pour à nouveau témoigner ma compassion et ma solidarité. Je sais que plusieurs d'entre vous qui m'écoutaient en ce moment, doivent être surpris de ne pas entendre de ma part toute ma compassion et ma solidarité avec les musulmans et les musulmanes de Nouvelle-Zélande et du reste du monde. Détrompez-vous, je le suis de tout mon être. Mais rappelez-vous, quelques phrases plus tôt, je vous ai dit, la Nouvelle-Zélande vient de nous donner une leçon d'humanisme. Hier soir, son Excellence Madame Jane Combs, ambassadrice de Nouvelle-Zélande, nous a dit ceci. Ce sont des citoyennes de Nouvelle-Zélande qui ont été assassinés. Ce sont nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents, notre famille. La première ministre de Nouvelle-Zélande n'a pas porté le voile pour affirmer une soumission, comme j'ai pu le lire de ci, de là, mais bel et bien en signe de communion. La chef de la police de Christchurch n'a pas parlé en arabe en larmes pour affirmer une soumission, comme j'ai pu le lire de ci, de là, mais bel et bien en signe de communion. Car en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de Néo-Zélandais juifs, il n'y a pas de Néo-Zélandais chrétiens, il n'y a pas de Néo-Zélandais bouddhistes, il n'y a pas de Néo-Zélandais athées, il n'y a pas de Néo-Zélandais musulmans. En Nouvelle-Zélande, il n'y a qu'une seule communauté, celle des Néo-Zélandais et des Néo-Zélandaises. Alors, mesdames, messieurs, responsables politiques de France, prenez exemple sur ceux et celles que vient nous donner une belle leçon d'humanisme et d'amour. N'oubliez jamais, quoi que vous pensiez, mesdames, messieurs les élus, qui faites la courte échelle à l'extrême droite et aux identitaires, que les électeurs et les électrices préféreront toujours voter pour l'original plutôt que pour la photocopie. Alors oui, toi qui m'écoutes en ce moment à la radio, si tu en as marre de te faire insulter quotidiennement dans les médias et par cette classe politique, ne te laisse plus faire. Utilise ton droit de vote, ton devoir et ton pouvoir de vote. Cher peuple de Gaulle, nous avons le droit, le devoir et le pouvoir de nous aimer. Merci Philippe, bravo mon Philippe, bravo, un bel avis tranché là, gamin, là, t'as vu? Très beau, ouais, très sympa. Ouais, très sympa. Que vous pouvez retrouver en vidéo, bien entendu, comme d'habitude, sur la page Facebook Christophe Legrand Forum. Alors, nous sommes avec, avant de passer au zapping, avant de passer aux infos zappées du LGF avec Anissa. Non, c'est pas Anissa. Samira, pardon. Samira. Bonjour Samira, comment ça va? Ça va, merci Christophe. Bonjour, bonjour à Philippe également. Et à Gamal. Bravo pour le texte. Voilà. Alors, moi j'appelais pour remercier Philippe parce que hier, en faisant mon repas, il n'y avait rien à la télé comme d'habitude, hein, parce que évidemment, la Nouvelle-Zélande. Voilà, nous dans les médias français, on n'est pas représentés, on n'est pas là, on n'existe pas. Voilà, donc, en ouvrant Facebook, je l'ai vu en direct et j'ai suivi. Et franchement, je le remercie de nous avoir représentés comme il l'a fait, lui et puis toute ton équipe, hein, d'ailleurs, parce qu'il y avait Yasser, il y avait Gamal Abina également. Oui. Et franchement, bravo. Merci. En cuisinant, j'ai écouté. Formidable. J'avais l'impression d'y être en fait. Voilà, au rassemblement. Bah, t'as vu Philippe, hein, la magie de Facebook. Ah non, mais franchement, super. J'ai même appelé mon mari, il m'a dit, ah bon, il y a un rassemblement. Je lui ai dit, mais oui, regarde, en direct. Et c'est vrai que super, hein, comme d'habitude, vous avez très bien parlé, que ce soit Philippe, et puis Yasser, encore une fois, il a pas sa langue dans sa poche, ni la langue de bois, il est clair. Franchement, c'est super, hein. On se sent, moi franchement, hier, en vous ayant vu sur Facebook, je me suis dit, mais à quoi me sert ma télé? Je pense que l'année prochaine, je vais plus payer de taxes audiovisuelles. J'en ai marre. Je paye une taxe audiovisuelle pour me faire insulter quand j'allume ma télé. Donc voilà, moi à partir de là, j'ai pris une décision. Il n'y aura plus de télé à la maison. Ah, c'est une bonne chose. Bon, Gamal, c'est une bonne chose. Oui. C'est une excellente chose. L'internet est largement suffisant. On choisit ses programmes, on les subit pas. Donc c'est une très bonne chose. Après, vous avez la possibilité aussi de regarder le replay, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de regarder ce qui se passe à la télé. Vous avez vos émissions, vos séries, vos trucs Netflix, machin, et vous pouvez regarder vraiment ce que vous avez envie de regarder. Hein. Maintenant, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Hein. Moi, pour tout vous dire, 20 ans sans télé, je m'en porte très bien. Oui, parce que quand on voit la façon dont et c'est pour ça, qu'il se dépêche à la Nouvelle-Zélande, la façon dont on en parle, c'est juste catastrophique. On n'en parle pas du tout. Ouais. On a l'impression que voir 50 morts, des femmes, enfants, 3 ans, 4 ans, bah c'est rien parce que c'est des musulmans. On est de la merde, voilà, on est de la merde. Et ça c'est terrible. C'est terrible parce que ça aurait été c'est méchant de dire ça, j'en sais rien. Ça aurait été des juifs dans une synagogue, on en aurait parlé toute la journée, 24 heures sur 24.
Et nous, qu'est-ce qui fait que on a des frères et sœurs qui ont été tués alors qu'ils étaient dans un lieu de culte, en train de prier. Ils étaient en train de prier. Samira, et ils ont été abattus. Oui, Christophe. Samira, ce que vous dites est intéressant. Alors, je sais pas si effectivement il faut comparer les atrocités. Quoi qu'il en soit, votre questionnement et votre raisonnement posent problème. Pose problème dans le traitement médiatique qui est fait. Et c'est vrai, vous avez raison. C'est-à-dire que le fait que cette tuerie, c'est pas une tuerie, c'est un attentat terroriste islamophobe qui s'est produit vendredi en Nouvelle-Zélande, dans un pays qui n'avait jamais connu une telle attaque. Faut le rappeler quand même. Écoutez, ça malheureusement ça permet. La pensée que j'ai eue également, parce que en discutant avec ma sœur qui habite à Mâcon, je lui ai dit, mais Hanan, moi je me disais un jour ça va se passer chez nous. Je suis étonnée que ça soit passé en Nouvelle-Zélande. Je vous assure, Christophe, je me suis fait cette réflexion. Bougez pas dans les infos zappées, j'ai un petit truc qui s'est passé vendredi qui a évidemment pas été médiatisé, mais ça s'est passé à Moissy-Cramayel. Vous restez avec nous. Merci beaucoup en tout cas, Samira. À bientôt. Oui. Ne m'oubliez pas. Je vous ai demandé Facebook de publier pour Bilal. Vous l'avez pas fait, hein. Mais non, mais j'y arrive pas. Il faut que je demande à mes amis. Non, mais c'est vrai, je vous assure, c'est vrai, j'arrive pas. Oui. C'est important. Il y a plein d'enfants malades. Bien entendu. S'il te plaît, Christophe. Merci. Salut Samira, à bientôt, au revoir. Bon, allez, on va passer au zapping. Et il y a du lourd, messieurs dames, avant de filer en Algérie avec Amina Lakri pour voir un petit peu scruter la rue, enfin l'Algérie. Comment a-t-elle accueilli cette lettre, une nouvelle lettre, encore une fois, ça écrit beaucoup à la présidence algérienne, donc au peuple algérien, en réponse aux manifestations de vendredi dernier. Le zapping, c'est parti. Si on prend 100 millions d'Africains, d'un remplacement de population. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors le zapping, c'est le meilleur ou le pire d'ailleurs de la télé que n'a pas Gamal Abina. C'est pour ça qu'il se dépêche d'aller à la chicha pour la regarder. Absolument. Ouais, voilà, absolument, il faut le dire. Pour commencer ce zapping, sachez que la police va tester les produits marquants chimiques lors des manifestations. Alors comment ça marche? Eh bien, voici l'élément de réponse. Puis il y a aussi l'usage de drones et de produits marquants. Comment est-ce que ça va fonctionner, ces produits marquants? On voit ça en détail avec Jean Chamoulot. C'est le nouvel arsenal à la disposition des forces de l'ordre, le PMC, c'est-à-dire produits marquants chimiques. Il s'agit d'un dispositif indétectable à l'œil nu, inodore et incolore pour identifier un individu violent. Les forces de l'ordre seront équipées de lunettes à ultraviolets pour détecter les profils marqués, une arme anti-casseur permettant de les suivre à la trace. Ces produits de marquage sont des additifs chimiques ajoutés au gaz lacrymogène ou à l'eau des canons. Ils se fixent sur la peau et les vêtements des manifestants. Une annonce plutôt bien accueillie par les forces de l'ordre. On a pu remarquer à plusieurs reprises que les casseurs utilisent des vêtements, des kawaii qui retirent après et qui jettent. Donc en fait, à voir comment c'est utilisé, par quels moyens, mais c'est pas cette réforme-là qui fera qu'on n'aura plus de casseurs. Incroyable quand même les gars, on n'arrête pas le progrès, j'ai envie de dire là, de marquer. Ça fait peur. Ouais, ça fait peur, mais en même temps. Bon, quand on est casseur, on a des trucs à se reprocher, non? Bien sûr. Bon. Le seul problème, c'est que ce produit marquant existe déjà dans plein de boutiques. Ça s'appelle Safely Watch. Ça se disperse, il est invisible, inodore, incolore. Et donc, lorsqu'on passe des ultraviolets dessus, il y a une lumière phosphorescente qui et donc alors je sais pas si c'est un avantage, mais chaque produit a une signalétique bien précise. C'est-à-dire que normalement, c'est comme s'il y avait un code barre bien défini pour dire ça, on sait que vous avez été à tel endroit parce qu'on a utilisé uniquement à tel endroit. Le seul petit bémol, si je peux me permettre, c'est que il est dispersé en vaporisation ou en jet ou en projection. Ça peut toucher tout le monde, absolument. Donc tu peux toi être à côté d'un casseur. Ah oui, d'accord.
Et j'entends bien le discours, oui, mais si vous êtes à côté d'un casseur, vous êtes complice. Vous êtes complice, sauf que tu peux être là en train de manifester, et puis d'un coup, un type se révèle être un casseur. Au moment où il y a cet envoi, et donc par drone, en plus, on pourra l'envoyer et le disperser sur une foule, et donc tu peux te retrouver être une victime collatérale de ça sent pas bon tout ça, mes amis, quand même. Je vous le dis. Bon, sinon, chose que n'a pas vu Gamal parce qu'il n'a pas de télé, un clash sur BFM TV. Tiens, Danielle Simonet qui a quitté le plateau et parce qu'elle a été qualifiée par de Marine Le Pen par un invité. Du coup, ça la vénère. Elle a quitté le plateau. Écoutez. On lui fait une promotion parce qu'il a matraqué un député de la République. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Et on est dans une stratégie de théorisation, d'escalade des forces de l'ordre. Donc il y a une dérive autoritaire du pouvoir qui nous inquiète fortement et qui nous semble pas du tout être la bonne stratégie. Quand il y a un conflit, c'est la politique qui doit primer. Il faut une réponse politique. Pardon, mais pardon, hein. Il y a un petit côté Marine Le Pen dans votre façon d'exprimer les choses. C'est le côté complot. Je suis blonde et vous me dites Marine Le Pen. En quoi il y a un propos raciste? Je l'ai dit à vos collègues. Il y a un propos contre la démocratie. Le propos de Marine Le Pen, c'est au contraire d'être dans la violence. Allez-y. Dans la façon de créer des complots, de créer des espèces de systèmes. Vous vous excusez, s'il vous plaît. Vous vous excusez sur ce que vous venez de dire ou je quitte ce plateau. Vous vous excusez. Je ne suis pas Marine Le Pen. Je dis il y a un petit côté Marine Le Pen dans votre façon d'amener les choses. Non, je m'explique. Moi, je suis désolée, mais je n'accepte pas. Je vais pouvoir continuer sans vous. Non, je n'accepte pas ce genre d'insulte. Madame Simonet, il s'excuse. Je ne vous traite pas de raciste ni d'extrême droite. Je vous dis que m'avez dit un lien de Marine Le Pen. Non, j'ai dit il y a un petit côté Marine Le Pen. Je n'accepte pas cela. Il y a un discours qui est construit sur un complot, sur le préfet de machin qui a fait bidule et compagnie. Et elle a quitté effectivement le plateau, Danielle Simonet. Vous comprenez sa réaction à Danielle Simonet? Elle en a fait trop. Ouais, c'est beaucoup de spectacle. Hein. Ça marche bien quitter le plateau, ça fait parler de soi, la preuve. On en parle. Ouais. Ouais, c'est du spectacle. Bon, Philippe, il devrait m'inviter sur le plateau. Je vous assure que c'est l'adversaire en face qui quitterait le plateau, pas de violence physique, mais uniquement par verbal. Je comprends qu'elle s'est sentie insultée d'être comparée à Marine Le Pen. Mais c'était qui était en face d'elle? Parce que moi j'ai pas suivi ça non plus. Je sais pas, Olivier Véran, je crois, un truc comme ça. Il est d'où lui? On sait rien moi. Je pense qu'il est vert, attention. Ouais, peut-être. Véran. Dans un instant, il y a eu un face-à-face ce matin sur CNews entre Éric Zemmour et Yacine Bellatar. Bon, pour vous dire, si c'était un combat de boxe, il a été remporté par Zemmour. Quand même, au point, quand même. Faut le dire. Voilà, c'est un habitué en même temps du spectacle et du débat. Il y en a qu'un quand même qui a réussi à le défoncer, c'est Tariq Ramadan, faut le dire. C'est seul, absolument. Intellectuellement, ça a envoyé du lourd. Mais Yacine Bellatar, c'est quand même plutôt bien défendu avec quelques uppercuts qu'on vous fera écouter dans un instant. Les infos zappées et direction l'Algérie. Restez bien avec nous sur France Maghreb. De Gamal Abina et Philippe Bouryachi sont avec nous jusqu'à 18h. Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans cette émission qui est la vôtre, messieurs, dames. Hein. Vous prenez part, bien sûr, en nous appelant sur France Maghreb 2 tous les jours. 01 40 33 9000. Et je redis et j'affirme ma fierté d'être ici parce que ici, voilà, ici on est libre. Ici, on a des responsables de cette radio qui vraiment me font une confiance totale que voilà. Je retrouverai, j'en suis sûr en tout cas nulle part ailleurs. Donc vraiment j'apprécie et j'aime qu'on prenne soin de cet espace de liberté. Nous sommes tous responsables de la suite, de la bonne suite à donner à cette émission. Donc évidemment il est très important que chacun prenne conscience de cet outil que l'on a entre les mains et qui est à disposition de tout le monde. 01 40 33 9000, c'est votre émission, messieurs dames, ça s'appelle Le Grand Forum. Et c'est sur France Maghreb 2, votre radio, celle que vous kiffez et que nous on kiffe aussi. Donc ça tombe bien. Alors justement, tiens, on a fait un petit tour ce matin du côté de CNews, on a vu en aparté un débat face à face que Pascal Praud, je sais pas s'il faut appeler d'ailleurs Pascal Praud un journaliste plutôt qu'un éditorialiste plutôt, ouais. Il est passé du sport à la politique, enfin bon voilà. C'est pas interdit hein, cela dit. Face à face donc ce matin entre Zemmour et Bellatar dans l'émission de Pascal Praud donc, et voici quand Yacine Bellatar accuse Éric Zemmour d'être à l'origine de par ses idées de ce qui s'est passé, de cette tuerie du côté de la Nouvelle-Zélande. Voici ce que ça donne dans cet échange, écoutez. Que quand un assassin crie Allahu Akbar et tue des gens, moi en quoi je suis affilié à cette personne-là? Il utilise le Coran comme bon lui semble, excusez-moi, et il fait dire au Coran ou au Hadith
Bah si, c'est génial que... C'est écrit noir sur blanc. Attendez. Noir sur blanc, je peux comprendre, en général, vous avez un chroniqueur de compagnie qui est Eric Nolot, et vous arrêtez pas d'invectiver, il faut que je finisse mes phrases. Voilà, d'accord, me dites pas non en plein milieu de ma phrase. Non, je vous dis juste, un moment, le Coran, si quelqu'un se revendique d'Allahu Akbar en tuant des gens, aujourd'hui, selon moi, en tant que Français de confession musulmane, c'est plus que condamnable et préjudiciable. Donc aujourd'hui, vous voyez, c'est plutôt clair. Là, le tueur de la Nouvelle-Zélande, il n'est pas dans cette lecture-là. Ce monsieur nous dit, je suis venu en France, j'ai regardé la France, j'ai écouté des journalistes. J'ai regardé la France. Oui, j'ai regardé la France. Mais aujourd'hui... Il nous dit surtout ça. Oui. Il nous dit, je ne croyais pas au grand remplacement, mais quand j'ai vu la réalité de la rue française, j'ai compris qu'il était en place. Mais Éric Zemmour, vous savez, là, à l'heure actuelle, j'espère qu'il y a des gens qui regardent cette émission. J'aimerais savoir qui l'a reçu. J'aimerais savoir qui l'a reçu. Qui lui a montré la France? Si cet homme-là était venu du côté de la Drôme, dans un petit village où il n'y a que des Blancs, est-ce que ça voudrait dire qu'il serait retourné en Nouvelle-Zélande en ne faisant rien? Vous êtes le lieutenant de cette pensée. Selon moi, aujourd'hui, vous avez une condamnation en justice, pas une accusation, une condamnation, qui aujourd'hui, selon moi, vous élimine du débat public. Parce que... Ah, non, ça vous plairait bien. Non, c'est pas ça. Mais vous êtes pour la liberté d'expression, bien sûr. Mais je suis pour la liberté d'expression dans le cadre de la loi. Non, dans le cadre de la loi. Mais moi, je respecte la loi. Éric Zemmour, est-ce que vous êtes capable de me regarder droit dans les yeux? Ah oui. Et si vous me dites c'est une fake news, je m'en excuse. Allez-y. Est-ce que vous avez été condamné pour incitation à la haine raciale, oui ou non? Oui. D'accord. Est-ce que vous pensez... Est-ce que vous précisez? Oui, allez-y. J'ai été condamné pour avoir dit justement ce que j'ai dit tout à l'heure, qui a été repris par les parlementaires, c'est-à-dire que la plupart des délinquants étaient arabes et noirs. Attendez, je n'ai pas voulu faire appel, parce que j'ai cru naïvement, je le dis... Que ça allait blesser personne? Non, pas du tout. Que on ne devait pas traiter les problèmes idéologiques et politiques devant les prétoires. Premier extrait donc de ce face-à-face ce matin. On peut dire que là, sur ce coup-là, Yacine Bellatar a mis un bel uppercut quand même. Ouais. Mais le plus beau est à venir, messieurs. Il est assez intéressant, dans ce face-à-face. En tout cas, cet extrait qui s'est déroulé ce matin sur CNews. Yacine Bellatar a eu beaucoup de mal quand même face à Zemmour, sauf donc à l'occasion de ce moment. Et c'était cet extrait précis quand Bellatar fait tout simplement remarquer à Zemmour qu'il a quand même, malgré lui et malgré tout, une tête d'arabe. Et ça a tendance un peu à l'emmerder. Je suis très fier d'être ce que je suis. Je suis très fier quand je vais en Afrique d'appartenir à cette histoire-là. J'aime me revendiquer autant de Senghor ou de qui que ce soit d'autre, de Lumumba ou de Sankaré. Senghor qui était le président du Sénégal. De Sankara, pardon, ou de l'autre côté, de me revendiquer de Victor Hugo ou d'autres choses. Je vois pas pourquoi à chaque fois, vous visiblement vous mangez souvent au flunch, on n'est pas obligé de choisir à chaque fois. On peut manger dans des restaurants qui mélangent très bien les deux bouffes et c'est pas indigeste. C'est indigeste pour vous, parce que je peux comprendre que vous avez une crise identitaire majeure, vous, Éric Zemmour. Bien sûr. Non mais que vous le vouliez ou non, vous avez une tête d'arabe. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe. Vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Vous avez une tête d'arabe. Physiquement, votre origine est trahie. Vous appelez comment, Éric Zemmour? C'est quoi votre nom de famille? Zemmour. Ça veut dire quoi, Zemmour? Olivier. En quoi? En berbère. Voilà, absolument. Donc, moi, je suis plutôt partisan. Pas arabe déjà, précis, soyez D'accord, précis. bah absolument. Mais si vous voulez dissocier les berbères des arabes... Ah oui, cher ami. Bah a priori, moi, quand je vois le peuple algérien, je suis plutôt fier de voir que berbères et arabes peuvent lutter ensemble contre un pouvoir politique. Ouais. Pas mal le Bellatar pour le coup là, sur le coup. Hein, pas mal là, énorme. Faut lui avouer quand même là. Clairement, oui, on lui donne un crédit là-dessus. Voilà. Bon, voilà, donc c'était ce face à face et puis ça s'est fini comme ça a commencé, c'est-à-dire avec pas beaucoup d'enseignements. J'ai envie de dire concernant ce face à face. Mais c'est vrai que Zemmour quand même qui s'exprime et qui a les clés des médias, limite il ferme la lumière le soir quand il parle quoi. C'est quand même, ça pose question quand même sur ces gens qui distillent leur haine. Il a été condamné quand même, ce monsieur, faut le dire. Oui, bien sûr. Et ça ne dérange aucun média de continuer à l'inviter alors qu'il a été condamné pour appel à la haine. Voilà. C'est un bon client, tout simplement. Ouais, il fait du chiffre. Si je peux me permettre. Permets-toi. J'ai jamais caché que j'étais un activiste politique, écologiste, et je dis qu'il y a une troisième voie. Je te jure, je suis pas complotiste, mais j'ai l'impression... À force de le répéter, tu vas finir par devenir, Philippe. Attention. Oh, merde. C'est ce que Goebbels disait, à force de répéter. Voilà, c'est ça. Ça devient une vérité. Qui? Goebbels. Oh, un grand complotiste. Ah, ça y est, c'est fini. C'est mal barré, pour un verre. Bon, non, mais c'est pas ça. C'est quand tu laisses des gens comme ça, rentrer dans une cour, dans un poulailler, des renards, et qui défoncent tout, forcément, celui qui est de l'autre côté, alors je vais essayer de m'exprimer clairement. Une fois,
j'ai discuté avec quelqu'un qui habitait à un petit village, mais à l'autre bout de la planète, il n'y a pas la queue d'une embrouille. Si, une fois, je crois qu'il y a un lapin qui est mort en courant. Voilà. Donc sérieusement. Et il me disait, vous, et il était tellement aveuglé, abreuvé de haine par les médias, par les reportages 90 minutes d'action, enquête d'action, suspense, attention, il rentre chez toi, etc. Il me dit, mais j'ai pas envie, moi je vote Front National, il y a aucun problème, je n'ai jamais vu d'arabe, ni noir, ni quoi que ce soit, mais je veux pas que ça arrive chez moi. Mais venez une fois chez nous voir comment ça se passe. Vous allez voir. Regarde, je sais pas si tu te rappelles, il y a 10 jours, j'étais sur un plateau télé, sur une grande chaîne internationale, 100 millions de téléspectateurs, avec un représentant du Rassemblement national, et qui a développé les mêmes thèses. Et à la fin, je lui dis, écoutez, stop, ça suffit vos mensonges. Chiche, on y va. Bah, vous savez où c'est les problèmes? Viens, on y va tous les deux. Et j'ai demandé à la télé qu'ils nous fournissent une caméra. Et bah, le type, bon, ok, il a fini par me serrer la main à contre-cœur. Difficilement, le bout des doigts. Ouais, on a vu ça, c'était très compliqué. Mais depuis Silence Radio, pas de nouvelles. Et le souci, il est là. Quand tu laisses des gens comme Zemmour, avec mes impôts, bordel, pouvoir distiller des mensonges en parlant de grands remplacements. Non, c'est pas avec tes impôts, c'est CNews, c'est une chaîne privée. C'est privé. Ah bon? Le problématique qui se pose, c'est pas les impôts. C'est privé, c'est CNews. Ouais, mais il était pas sur France 2. Il était sur France 2, mais il y a que là. Non mais d'accord, mais on l'a laissé pendant de longues années. Bien sûr. Il faut savoir que Zemmour a vendu 500 000 livres de son premier ouvrage, 500 000, pas 200, 500 000. Donc il a 500 000 lecteurs, donc 500 000 personnes potentiellement intéressées par ses prises de position à la télé. C'est logique qu'ils le prennent. Alors, info zappé, messieurs, parce qu'il faut qu'on avance, parce qu'il faut qu'on soit à l'heure quand même, c'est important. D'autant plus qu'on a rendez-vous avec Alger dans un instant. Toujours mis en examen pour viol dans 2 dossiers son contrôle judiciaire, Tariq Ramadan a été aperçu hier à Saint-Denis. Il a participé, messieurs, dames, à une réunion contre les violences faites aux femmes, en présence de Daniel Obono et de Françoise Vergès. Et cette réunion était organisée par un certain élu de Saint-Denis, qu'on connaît très bien, Majid Messaouden. Et il y a un groupe de femmes qui a évidemment crié en disant « Vous n'avez pas votre place ici, sortez ». Ce que Tariq Ramadan a refusé de faire, du coup, ce sont les femmes qui se sont barrées. Voilà. C'est un faux zappé, donc c'était à Saint-Denis hier. Tariq Ramadan, c'est quoi, c'est de la provocation là qu'il fait là? C'est difficile à dire, c'est étonnant même. Je trouve ça très étonnant qu'il fasse une erreur pareille. C'est une erreur pour toi? C'est une faute même. Ouais. Parce qu'il est pas encore sorti de son dossier, il devrait peut-être rester en réserve. Oui, bon, voilà. Sinon, une autre info zappée, Soumaya, c'est le film. C'est un film qui évoque la France sous l'état d'urgence à travers l'histoire d'une femme musulmane victime d'une perquisition et d'un licenciement abusif. Ce film adopte pour la première fois le point de vue des musulmans sur le sujet. Et ben, force est de constater que ça choque, puisque je vous rappelle que sa projection, a été interdite au Grand Rex. Ils ont fait appel à la justice pour faire annuler cette interdiction. La justice a donné raison au Grand Rex. C'est pas vrai. On peut le regretter, évidemment. Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on recevra l'actrice principale de ce film, Soumaya, lundi prochain dans l'entretien du LGF, avec nous à 17h. Et dans ce film, d'ailleurs, il y a quelqu'un qu'on connaît aussi très bien dans le LGF, puisqu'il en est le chroniqueur. C'est Eslem Seili qui joue également, qui a un rôle dans ce film, Soumaya. Donc bravo à toute l'équipe et un gros bémol au Grand Rex qui s'est couché. Très grand réalisateur d'ailleurs. Hein. J'ai pas compris pourquoi le Grand Rex a déprogrammé le film. Ben parce que c'est ça la vision, enfin la vision du film. Et pour la première fois, c'est le point de vue des musulmans qui est donné dans ce film sur le sujet. C'est le sujet des attentats en 2015, etc. Donc voilà. C'est politique quoi. Ouais, c'est politique. Absolument. Et sinon, on en parlait tout à l'heure avec un auditeur, une auditrice, je sais plus. Ça s'est passé à Moissy-Cramayel ce vendredi, dans le 77. Une femme a aspergé une mosquée de célébard d'alcool et crié des insultes islamophobes à l'encontre des fidèles sur place. Voilà, donc ça s'est passé à Moissy-Cramayel, sachez-le, messieurs dames. Et puis tiens, une télé que vous connaissez bien tous les deux, c'est Russia Today, RT. Hein, un média qui est à la faveur de nombreux manifestants gilets jaunes d'ailleurs. Absolument. Ouais. Ils ont annoncé avoir déposé plainte pour menaces de mort, messages haineux, insultes, ajoutant qu'ils avaient renforcé la sécurité de ces locaux. La chaîne de télévision a déposé plainte auprès du commissariat de Boulogne, bien en cours, hein, après avoir reçu donc des menaces par courrier électronique ou bien des appels téléphoniques selon un communiqué. Celle-ci visait nommément sa présidente, laquelle a souligné d'ailleurs que la nécessité que les journalistes puissent exercer leur métier librement et sans crainte pour leur intégrité. Voilà pour RT France qui n'est pas en odeur de sainteté chez certains.
Vous la connaissez bien, vous, cette chaîne? Oui, c'est une solidarité totale. Et je leur confirme sur ces ondes tout mon soutien, et à chaque fois qu'ils auront besoin qu'on soit présent, on sera présent auprès d'eux. Pareil pour moi. Très bien, bah c'est dit les gars. Bon, on va filer en Algérie les gars, parce que avant qu'on parle de ce qui s'est passé, plutôt de la lettre qui a été envoyée hier, Gamal, j'aimerais qu'on revienne un peu dans l'histoire si tu le veux bien, puisque nous sommes le 19 mars, c'est une date importante le 19 mars, puisque la veille, le 18 mars 1962, ont été signés les accords d'Évian, et ce qui a, j'allais dire, engagé le cessez-le-feu à midi, justement le 19 mars 1962, Gamal. Alors oui, c'est un cessez-le-feu qui démarre à midi, qui prépare évidemment le référendum d'autodétermination du peuple algérien et des Français qui ont été consultés. Et ce qui est intéressant, c'est que au-delà du cessez-le-feu, le terrorisme continue pendant 6 mois. Les gens l'oublient. C'est-à-dire qu'il y a un cessez-le-feu militaire français, mais par contre l'OAS entame une action armée terroriste qui fera des milliers de morts, très violente, que personne a retenu dans l'histoire. C'est surtout les anglo-saxons qui en parlent, où on se rend compte que finalement les Français d'Algérie, le fameux million de colons français d'Algérie, a dû partir, il y a 800 000 qui sont partis, à la suite de ces attaques terroristes de l'OAS. Donc le cessez-le-feu n'incluait pas le fait de déporter les populations, elles sont parties par des actes terroristes, c'est important de le souligner. Mais sinon, oui, effectivement, c'est une date très importante pour l'Algérie, c'est fondateur. Et c'était quand même au terme de 7 ans et demi de massacre, 1,5 million de martyrs. Aujourd'hui, on ne peut que se satisfaire et célébrer cet événement qui reste très controversé pour certains, mais qui reste une célébration pour tout le peuple algérien. Est-ce que justement, c'est en guise de provocation que d'avoir publié cette lettre hier, le pouvoir algérien qui, en effet, pour répondre aux millions d'Algériens qui sont sortis le 15 mars dernier, a dit hier vouloir rester président après l'expiration de son mandat, c'est-à-dire après le 28 avril pour organiser la transition. On est en direct avec Amina Lakri depuis Alger. Bonsoir Amina. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir ma chère Amina, avec Philippe Bouriachi et Gamal Abina ici présents. Amina, comment a été accueillie cette lettre hier soir donc de la présidence algérienne? Oui Christophe, alors pour les Algériens, ce n'est autre qu'une ruse de plus. Une machination machiavélique pour se maintenir au pouvoir. D'ailleurs, on ignore même l'identité ou les identités du ou des véritables auteurs, puisqu'on ne sait même pas où il est. On dit qu'il serait rentré en Algérie, on l'a pas vu. C'est vraiment le flou le plus total. Donc pour les Algériens, c'est qu'une ruse de plus. Gamal. C'est horrible, parce que c'est quand même, la date n'est pas anodine. Hier, la veille des accords d'Évian, un vieux monsieur qu'on maintient, s'il est vivant, bec et ongle au pouvoir, une sorte de hogra qui est répercuté à nouveau. Je pense que ça va être compliqué. La moitié d'une population dans les rues pour dire non, et ils continuent. Là, on se demande vraiment s'ils sont pas atteints d'un syndrome vraiment inquiétant pour le coup. Absolument. Alors Philippe, là-dessus, sur ce sujet, t'as un avis à nous donner là-dessus aussi, sur cette... c'est pas de la maladresse là à ce stade, c'est non, mais c'est pire que ça. J'aimerais juste revenir sur un petit truc avant, et je te donnerai mon point de vue là-dessus. Je voudrais dénoncer l'hypocrisie de tous ces élus en France qui, lors de la commémoration du 19 mars 1962, nous parlent et nous subtilisent les phrases de l'autre 8 mai 45 et du 17 octobre 61, et qui refusent, lorsque tu leur fais la demande, de commémorer ces dates-là dans la ville. Voilà, ça c'est dit. 17 octobre 61, rappelons-le, sont 300 Algériens massacrés, jetés dans la Seine. Ouais, un meurtre quoi. Un meurtre de masse. Oui, avec le préfet de Maurice Papon à l'époque. Avec le mouvement populaire de la jeunesse et du peuple algérien ce dernier mois, les Algériens voulaient des élections sans Bouteflika, ils ont obtenu Bouteflika sans des élections. C'est un slogan qui est très très souvent repris. Alors, est-ce qu'on un de vous deux peut aller voir? Il y a notre ami Tariq Mami qui est là. Amina, juste depuis donc cette lettre donc qui a été publiée hier, est-ce qu'il faut s'attendre maintenant à j'allais dire encore davantage de monde? Est-ce que c'est encore possible de faire mieux, Amina, que vendredi dernier? Parce que les chiffres que nous avons, que tu vas peut-être nous confirmer d'ailleurs, on parle de 16 à 20 millions de personnes dans toute l'Algérie. C'est du jamais vu ça, Amina. Exactement. On parle des plus grosses, des plus importantes manifestations durant ces 20 dernières années au monde entier. Donc voilà, et je pense que les Algériens continueront à sortir, à manifester, à organiser d'autres marches pacifiques, peut-être de plus en plus importantes, parce que là vraiment c'est absolument fou, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer.
Absolument, oui. En tout cas, vous avez eu le temps un petit peu d'aller voir, de discuter un petit peu avec les gens, Amina, pour savoir comment est accueillie cette provocation, on va l'appeler ainsi, parce que ça y ressemble quand même. Qu'est-ce qui risque de se passer maintenant? Quels sont un peu les scénarios qu'on peut élaborer là-bas en Algérie pour la suite à donner? Je vais vous dire une chose, hein. Oui. D'abord, je vais vous dire une chose, enfin, les Algériens qui ne manquent pas de satire et qui sont très francophones pour certains, disent ironiquement, c'est la première fois qu'on peut utiliser le mot le plus long du dictionnaire français qui est anticonstitutionnel. Ah oui, pas mal, pas mal. C'est énorme. Et c'est les meilleurs, ils sont les plus forts en matière de slogan. Hein. Franchement, clair. Pour le coup, les Algériens, il nous faut bien rire. Oui. Oui, car c'est vrai, de quel droit et sur quelle base prolonger un mandat et rester président alors que d'une, la Constitution ne le permet pas, et de deux, son état de santé est connu de tous. Donc, mais il se moque de qui, hein? Il se moque de qui, en fait? Il y a aussi une autre pancarte que j'ai vue qui m'a fait drôlement rire. C'était destiné à un fichier PDF en référence à la Constitution américaine qui reste intacte depuis, je crois, les années 1700, depuis le XVIIIe siècle. Et un autre fichier Word en référence à la Constitution algérienne qu'ils modifient selon leurs humeurs. Donc voilà, ça veut tout dire. Effectivement. Est-ce qu'il y a quand même, soit dit en passant, Amina, une pseudo-opposition qui s'organise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe quand même vis-à-vis de toute cette ferveur qui se déplace dans les rues pour dénoncer ce pouvoir en place, pour demander à ce qu'il dégage, et tout de suite d'ailleurs? Oui. Alors, pour l'instant, les Algériens disent à l'unisson, bon, c'est clair, leur message est clair. Alors, si au début c'était no 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, comme a dit le monsieur tout à l'heure, maintenant on se retrouve avec, alors avant on voulait des élections sans Bouteflika, maintenant on a Bouteflika sans élection, d'accord? Donc les Algériens sont clairs, ils ont tranché et ils ne reviendront pas là-dessus, ça c'est sûr et certain. Oui. En revanche, les solutions qui s'offrent à nous actuellement, franchement, on ne sait pas. Parce que si tous les dirigeants actuels, c'est inscrit maintenant dans le subconscient collectif, hein, tous les dirigeants actuels, leur nom est synonyme de tous les maux et problèmes qui gangrènent l'Algérie contemporaine. D'accord. Donc, c'est quoi l'alternative? Confier le pouvoir à qui? Ou la période de transition à qui? À des gens, même s'ils sont de très bonne foi, ils sont intègres, mais s'ils n'ont pas de maturité politique. Donc franchement, c'est une impasse. Mais la Constitution algérienne répond à cette question, Amina, si je peux me permettre. Oui. La transition devrait, si on respecte en tout cas la Constitution algérienne, être confiée au président du Sénat algérien. C'est ça. Absolument, président du Sénat algérien, Abdelkader Ben Salah, exactement. C'est ce qui avait fuité d'ailleurs. J'ouvre une parenthèse importante. Donc, c'est inscrit noir sur blanc sur la Constitution algérienne qu'il faut absolument que le président du Sénat soit algérien. Or, il est marocain, d'accord? Il n'est même pas algérien. Ah oui. Et il est président du... Ah oui. Donc, c'est une violation, une transgression de plus de la Constitution algérienne. Je ne savais pas, moi. Gamal. Bon, il y a beaucoup de dirigeants algériens qui étaient marocains. Ben Bella était marocain, Bouteflika est né au Maroc. Bon, je pense que c'est pas une raison de les exclure. La vraie raison, c'est qu'ils ils n'ont plus légitimité à être là, c'est tout. Je veux dire, ils sont pas nommés, ils sont nommés, mais ils ne sont pas élus, ils ne sont pas aimés aujourd'hui, ils sont vieillissants, il faut qu'ils partent, c'est tout, il n'y a pas à discuter. Exactement. Mais, alors, effectivement, alors, pour ce qui est alors, pour la période transitoire, la Constitution, si toutefois on la respecte, et oublions cet aspect que vient de nous donner Amina, eh bien c'est le président du Sénat. Et ça avait fuité pourtant ce week-end, notamment dans la presse, comme quoi la présidence algérienne aurait annoncé cette semaine que effectivement il se retirerait donc à la fin de son mandat et qu'il le mettrait dans les mains donc du président du Sénat, comme le demande la Constitution. C'est plus la Constitution. À quoi moi ce qui m'intéresse et la question que je vous pose à tous les trois, Philippe, Gamal, Amina, c'est à quoi joue-t-on finalement? Est-ce qu'on n'y a pas une volonté de faire un petit peu d'ailleurs ce qu'on peut retrouver chez certains dirigeants du monde, y compris d'ailleurs chez nous, c'est-à-dire après moi le chaos, quoi? C'est exactement ça, oui. C'est moi qui le dis, exactement. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, excusez-moi, ils cherchent désespérément une issue, quitte à miser sur l'aide de ses alliés, autrement dit sur l'intervention étrangère. Or que ça, c'est
c'est en totale contradiction avec ce qu'ils ont toujours prôné, c'est-à-dire la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires. La Mamra est partie en Russie, je crois, hein, c'est ça? C'est ça, avec la Lavrov. Il a co-animé. D'ailleurs, Poutine, il s'est barré pour pas le voir, apparemment. Ouais, il attend la suite. Hein. C'est ça. En tout cas, la Russie qui a été un des pays qui a pas voulu, en tout cas, s'ingérer et pas prendre position et respecter justement cette neutralité et cette non-ingérence dans les affaires algériennes. C'est dire jusqu'où ils peuvent aller pour se maintenir au pouvoir et le désarroi dans lequel ils se trouvent actuellement. C'est-à-dire faire l'inverse, mais le total, c'est-à-dire agir en totale contradiction avec ce qu'ils ont toujours prôné, ce qui a toujours été leur cheval de bataille. La non-ingérence, la non-ingérence et la souveraineté. Ouais. Et maintenant, ils font le contraire. Moi, j'ai parlé justement d'une chose. Je parlais de syndrome tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est un syndrome, une Moubarakite. En gros, Moubarak veut pas quitter le pouvoir depuis 81. Il finit par être écarté par un coup de force plus ou moins, on dira institutionnel. Et après, il y a un retour des militaires. Et l'Algérie, je pense qu'ils essaient de trouver un personnage clé qui va récupérer le mouvement et se réinstaller au pouvoir après la période de transition. Et Gad Salah dans tout ça, quelle est un petit peu l'image qu'il a auprès du peuple? Parce qu'il a quand même changé de discours entre le début qui était un peu menaçant et maintenant il dit que l'armée est aux côtés du peuple. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu marginalisé au sein de l'armée, Gad Salah, maintenant? Les chefs d'état-major. Oui, les chefs d'état-major. Oui, pardon. Vas-y, Amina, on t'écoute. Il a toujours tenu des discours un peu contradictoires, c'est-à-dire avancer d'un pas, reculer de deux, d'accord. Et c'est vrai que selon ses dernières déclarations, c'était clairement comme quoi il avait tranché. On est du côté du peuple. Nous avons, voilà, il avait dit, je cite, notre vision est celle du peuple. Mais depuis, il n'y a rien eu de spécial, de particulier. Donc pour l'instant, c'est des déclarations. Il a changé de ton, ça c'est indéniable, mais après, dans les faits, pour l'instant, il n'y a rien du tout et on ne peut pas savoir ce qui se passera demain. Amina, est-ce qu'il y a d'autres manières envisagées que d'aller dans les rues manifester chaque vendredi pour protester, j'allais dire, monter un peu le ton, quoi? Est-ce qu'il y a d'autres manières d'envisager? Est-ce que tu as connaissance de quelque chose qui s'organise là, outre les manifestations du vendredi? Et pas que je sache pour l'instant, pour l'heure c'est tout. Bon, on parlait d'une vraie désobéissance civile où on allait organiser entre guillemets des grèves générales au niveau de toute l'Algérie pendant 4 jours. Bon, ça n'a pas marché. Malheureusement. Quelques commerces qui avaient fermé, quelques institutions, mais c'était juste, je pense, le premier ou le deuxième jour maximum. Ils n'ont pas tenu. Alors avant pour l'instant, non. Avant que tu partes, ma chère Amina, on va accueillir juste Abdelmalik. Il a quelque chose à nous dire, parce que dans cette émission, on prend la parole en toute liberté. Au 01 40 33 9000. Abdelmalik, bonsoir. Abdelmalik. Il est où, Abdelmalik? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vous écoute vite, rapidement avant la pub, Abdelmalik. Oui, moi rapidement, c'était par rapport à la présidentielle algérienne. Oui. Il y a un petit aspect que j'aimerais vous faire part. Oui. C'est qu'en vérité que le pouvoir algérien, on va dire l'état profond, a été pris de court par rapport aux manifestations. Il s'y attendait pas. Ah ça, on est d'accord. Absolument. Il y a un gros dilemme, c'est qu'à l'intérieur, c'est que le président Bouteflika, il a laminé l'opposition, il a tout laminé autour de lui. Ça c'est clair aussi. Ouais. Et lui, il a fait en sorte de qui nomme tout le monde, que ce soit au Sénat, à la Constitution, le chef d'état-major, partout. C'est lui qui nommait tout le monde, que ce soit les Wali, tout. Ça veut dire que tout le pouvoir a été concentré à El Mouradia. Ça veut dire que il y a un président qui arrive, il a les pleins pouvoirs. Et il est là le plus gros dilemme qu'ils ont à régler en ce moment, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas toucher à la Constitution tant qu'il y a un nouveau président. Et là, ils veulent la toucher, et ça va être très délicat, parce que ils veulent à tout prix mettre un président qui leur correspond. Parce que tous les pouvoirs sont à El Mouradia en ce moment, c'est-à-dire que même le numéro 1 des services de renseignement peut être changé par le président. Et le gros dilemme, il est là. Merci Abdelmalik, belle remarque Abdelmalik. Dans un instant, on pourrait nous appeler. Oui, Amina. Oui, Christophe, si je peux rebondir par rapport à ce qu'il a dit à Abdelmalek. Oui, vas-y. Alors, ce que je te propose, ma chère Amina, tu ne bouges pas. On se fait la pub rapidement. On s'en débarrasse et puis on terminera tranquillement avec vos appels 01 40 33 9000. Amina Lakri depuis Alger avec nous en compagnie de Gamal Abina et de Philippe Boriachi en direct ici dans le Grand Forum sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2.
Merci d'être avec nous en direct avec Gamal Abina, avec Philippe Bouriachi et Amina Lakri qui est avec nous depuis Alger. Gamal, tu veux, avant de prendre un auditeur qui nous appelle au 01 40 33 9000, nous dire il va se passer un événement samedi apparemment à Paris. Absolument, un événement, c'est le premier du genre d'ailleurs, un événement qui va faire appel à la diaspora algérienne afin de faire un grand débat à la colonie. C'est une salle dédiée qui est très souvent dans les débats intellectuels et le propriétaire de la salle, Kader Atia, a décidé d'organiser ça afin que nous puissions, nous, en tant que diaspora, être force de proposition. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé à Amina Lakri de venir participer au débat en visioconférence pour pouvoir faire une connexion directe entre les Algériens de l'étranger et les Algériens d'Algérie. Ça y est, t'as vu Amina, tu fais un peu de radio et déjà on commence à te solliciter. Hein. Ça commence par là. Hein. Attention Amina. Tu risques de finir président de la République algérienne. Ah, on sait jamais. On sait jamais. Ah, ça serait une première, marquée. Ça serait magnifique, une femme à la tête de l'Algérie. Hein, ce serait pas magnifique. Quel beau pied au reste du monde. Amina, pardon, on accueille justement un auditeur qui est avec nous. Bonsoir. 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 Quel est votre prénom, pardon? Yassine de Métrimori. Bonsoir à vous et bienvenue. Zulflek. Zulflek. Je voulais juste dire un truc. Merci beaucoup pour cet espace de liberté. Oui. Ça fait plaisir de voir tous mes compatriotes parler, dire ce qu'ils pensent, de comment ils pensent, quelles sont les belles choses qu'on peut faire et tout ça. C'est du positif pour moi. Exact. Voilà. J'adore ça. Pour terminer pour le système, le truc, nanani. Le système, il est arrivé à bout de ses forces. Notre pays, il a donné plus d'1,5 million de personnes qui sont mortes. Il faut jamais oublier ça. Exact. Aujourd'hui, on doit faire une nation, une grande nation. On peut le faire. On a les capacités intellectuelles, énergétiques, ce que vous voulez, hein, dans tous les domaines. On parle dans l'énergie renouvelable, on est là. Dans l'énergie fossile, on est là. Dans ce que vous voulez. Mais le problème, il faut que le peuple algérien comprenne une seule chose. On doit s'unir. Les gars, on doit s'unir. Il n'y a plus de Kabyles, de même Mésabites, de trucs. On est tous algériens. On porte tous les 1,5 million de martyrs sur notre dos. C'est sur notre dos qu'on les porte. C'est pas sur le dos de personne, hein. C'est moi qui le porte. Moi, je suis né dans les années 80. J'ai vécu plein de trucs. Ma jeunesse, je l'ai pas vécu en Algérie. Je suis venu en France. Voilà, j'essaie de faire des choses. Mais franchement, j'adore mon pays. Il n'y a pas plus que chez soi. Chez soi, c'est chez soi. Tu fais ce que tu veux chez toi. Voilà, tu as envie de mettre, désolé pour les termes, je peux, franchement, je suis tellement... Écoute. J'ai adoré votre émission. J'ai écouté beaucoup de personnes. Écoute-moi ça. Bon, comment on fait? C'est un truc de malade. Je vous dis un truc, je me suis jamais senti fier de mon pays qu'aujourd'hui. Absolument. Texaha, merci beaucoup en tout cas, à bientôt. Bonsoir et merci pour votre espace de liberté. À bientôt. Merci beaucoup. Salut. Et Amina, il faut que je te raconte un truc qui s'est passé dimanche à la place de la République, c'était extraordinaire. Il faut le dire, donc évidemment beaucoup de monde malgré la météo, parce qu'on n'a pas votre chance d'avoir le soleil tout le temps en permanence, comme disait une chanson de Slimane Azam. Voilà, on n'a pas le soleil en permanence. Voilà. On a 5000 heures de soleil par an. C'est trop. C'est trop, faut partager un peu, chouiller un peu. Et dimanche, donc malgré la météo, il y avait énormément de monde, Gamal, place de la République, et vous avez cette image des indépendantistes du MAC, qui sont venus avec leur drapeau et qui ont été chassés
parler kabyle. C'est extraordinaire. Ça. C'est une magnifique image, ça. Voilà. C'est quoi le MAC Le MAC, c'est le mouvement autonomiste kabyle. C'est les sécessionnistes qui ont appelé à l'insurrection armée. C'est leur leader, c'est Farhat Menni, qui est un véritable idéologue, un peu limite raciste. Il aurait dû rester chanteur d'ailleurs. Il aurait mieux fait rester chanteur ou de finir dans son avion. Pas limite raciste, ça c'est le racisme à outrance. Oui, mais quand non, Gamal, par contre, dis pas ça. Dis pas ça sur l'avion, non, c'est une plaisanterie. Oui, non, mais fais gaffe avec tes plaisanteries. Faut que je mette des lol alors. Mais plus sérieusement, non, c'est quelqu'un qui a vraiment des postures extrêmement violentes. Oui, absolument. Et quand il appelle les gens à prendre les armes, ça c'est gravissime. Et là, ma fierté, c'est de dire que les Kabyles qui étaient à la manifestation ont revendiqué leur algérianité et leur culture berbère et kabyle et les ont virés manu militari proprement, sans violence. Ils ont dit vous dégagez l'Algérie une et indivisible. Exact, voilà. D'ailleurs, j'aimerais ajouter quelque chose là-dessus. Oui, rapidement parce qu'on est en retard. On est en retard. Ah oui. Je voudrais rendre hommage au peuple algérien qui nous donne une belle leçon de civisme. Plusieurs millions de personnes dans la rue, pas un seul débordement. Je finirai juste par une phrase. On peut tout avoir, à manger, à boire, de quoi se vêtir, un toit pour se loger. Si on n'a pas la liberté, pas la fierté, si on n'est pas indépendant, cela n'a ni goût ni valeur. Absolument. Ahmad Sahad Massoud. Et pour finir, 1, 2, 3, viva l'Algérie! Merci beaucoup Amina, on se reparle d'ici vendredi. À très bientôt Amina. À très bientôt, salut Amina, merci Alger, et on reste évidemment connecté avec vous, on vous suit de très près, on vous scrute! Vous les DZ qu'on aime beaucoup. Merci Gamal, Amina. Merci. Et merci mon Philippe Bourriachi. Merci Christophe. Merci à tous les deux. Rendez-vous demain avec un trio 100% féminin demain. Enfin je vais me régaler, j'en ai marre moi de tous ces hommes. Hein demain il y aura Nargis, il y aura Audrey Pronosti et il y aura Faiza Ben Mohamed entre 16h et 18h. Soyez là tous fidèles au rendez-vous. Dans un instant, l'ami Medjed pour la suite des programmes et on va se divertir un petit peu avec lui. Dans un instant pour la Roubla, il est 18h01. Pardon pour le retard. Ça arrive. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.